Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. T'écoutes quoi en ce moment? J'écoute Christophe Avengers. Et il chante quoi, lui? Tu connais pas Christophe Avengers? Non. Il chante Crier Alien pour qu'elle revienne. Bouillard. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi, bienvenue sur votre podcast, on espère préféré, Comics Outcast. C'est la 242e émission. Je suis Luxbox et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui cet épisode, bien entouré évidemment, comme d'habitude. Je vais commencer par les gens que vous connaissez, oui je vous fais un peu de suspense. Écoutez, déjà à ma gauche, qui s'occupe également de la technique avec brio, en appuyant sur plein de boutons colorés et ça fait des trucs chouettes. Bien sûr, je parle de XT. Coucou. Comment ça va? Ça va, après 4 essais ratés de blagues d'intro, ça va. Bah écoute, oui, quand on aime, on ne compte pas. Quand même. On peut, admirer l'organe, mais c'est peut-être pas le terme le plus approprié. Bravo pour la chanson. Je pense que c'est bien de préciser qu'il ne connaît pas Christophe, il ne connaît pas la chanson Aline, et pourtant il s'est jeté à corps perdu dans cette blague d'intro. C'était magnifique. Merci. Bravo à toi. Bravo. Je mettrai des doublages d'applaudismos au montage. On n'a pas une boîte à bruit avec des canards, je sais pas. Pas sous la main. Ouais. Voilà. À ma droite, Tchernobog, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi alors, est-ce que tu aimes Christophe? Je connais pas trop Christophe. Oui, faut dire c'est pas trop notre génération. Je préfère Alien. Quoi? Je préfère Alien. Ah, Alien! J'ai compris Yen, je me suis dit, c'est quelqu'un qui chante et que je ne connais pas. Non, Alien, ok. Bon, peut-être que la reine Alien a fait un disque et qu'on ne le sait pas. Ça serait formidable. Ça serait drôle. Je vous ai dit qu'il y avait des gens que vous connaissez, mais il y a aussi au moins un Jean que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Mathieu. Bonsoir à tous, ou bonjour. Bonjour. Alors, je me permets, juste pour resituer pour les auditeurs, auditrices qui ont l'habitude de venir sur notre Discord, tu es donc El Ramouche, mais ton vrai nom, C'est ça. c'est Mathieu. Voilà, c'est juste Voilà. pour que les gens resituent. Je sais que tu préfères qu'on t'appelle pas ton prénom. Ce sera le cas autant que faire se peut dans l'émission, parce qu'on va peut-être baver un peu par réflexe. Mais voilà. Eh bien, déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Eh ben, merci de m'accueillir. Voilà, j'espère que ça va pas trop stresser. Un peu, mais vous êtes sympa, donc... D'accord. Et puis toi, tu connais Christophe? Et moi, je connais Christophe. Et là, je peux le connaître. Bah écoute, de toute façon, si à un moment tu te sens un peu fébrile ou quoi que ce soit, n'hésite pas à jeter des bonbons sur XT, il adore ça. Ou pas. Bref, mesdames et messieurs, Comics Outcast 242, c'est parti! Comme d'habitude, la première partie de l'émission, ce sont les reviews. Donc, on rappelle, les reviews, c'est chaque chroniqueuse choisit un titre. On en lit les 3 premiers chapitres et ensuite on en discute. De façon complètement random, je vais demander à Tchernobog de nous parler du titre qu'elle a choisi. Eh bien, le titre que j'ai choisi, c'est Ultimate Wolverine pour cette semaine. Alors, Ultimate Wolverine, on le doit à Alexandre Cappuccio, qui a travaillé notamment sur Moon Knight. Et je parle pour les dessins, donc ça c'était plutôt très plaisant. Et l'auteur, c'est Chris Condon, qui est un habitué des comics de genre, si je pourrais dire, et du pulp, puisque c'est quelqu'un qui d'habitude fait des comics type Creepshow, Cruel Kingdom, Cruel Universe, ce genre de choses. Donc là, le retrouver avec des super-héros comme ça change un petit peu. Donc déjà dans le titre, je me suis posé la question, pourquoi Ultimate ? Alors pourquoi Wolverine Ultimate ? Alors il y a 2 raisons et que je vais vous les raconter. La première chose, c'est le contexte. Wolverine se passe dans un univers Ultimate, donc Ultimate Wolverine, c'est dans le Ultimate Universe de la Terre 6160. Et en fait, c'est une série, donc Ultimate Wolverine, qui a débuté en 2023 et qui est supervisée par Jonathan Hickman, qu'on va retrouver plus tard dans la soirée, sans trop spoiler. Suspense! On avait d'ailleurs review quelques séries de l'univers Ultimate auparavant, dont Ultimate Spider-Man et une autre, 2-3 autres, j'ai oublié. Mais on a revu quelques-unes. Voilà, donc ça se passe là, le Ultimate Wolverine, il se passe après Ultimate Invasion, donc pour resituer, où Reed Richards de la Terre 1610
a refaçonné une Terre, la 6160. Donc vous voyez un petit peu de... Ah bah c'est pratique. La série de Richards, il a ses raisons. Et donc, effectivement, les Ultimates se passent dans cette Terre alternative. Donc, pour remettre le contexte, il y a toujours un petit chapitre à la façon des vieux films de Star Wars ou d'anciennes productions. On a un petit préambule au début où on nous explique qu'il y a The Maker. Bon, si vous avez lu les Ultimate Universe, on sait que c'est Reed Richards, ça, voilà, on l'a dit dès le début. The Maker a façonné sa Terre idéale, selon ce qu'il voulait, en empêchant les super-héros d'exister. Il a créé un conseil secret de super vilains. Alors attention, on va partir sur du vocabulaire très technique. Un conseil secret de super vilains, soit le Maker's Council, le conseil du Maker, et il dirige le monde dans l'ombre. Il y a, si on fait un focus sur la Terre, il y a la République eurasienne, qui elle est gérée par Piotr et Iliana Rasputin, que vous connaissez sûrement, puisque dans nos univers bien connus, il s'agit de Colossus et sa sœur Magik. Oh. Sauf qu'ici, ceux qui dirigent d'une main de maître la République eurasienne, et c'est pas des gentils. Voilà, c'est un peu des... comment dirais-je ? C'est un peu des fascistes. Et il y a Arkady Rossovich, qui est plus connu pour nous comme Omega Red. Bon, elle a toujours son costume Omega dans le comics. Donc, il gère un projet encore plus secret, qui est le Directorate X, qui vise à exploiter les capacités des mutants. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu voir déjà par le passé. Donc bon, on reprend les mêmes, on passe ça au mixeur et on ressort cette histoire. Bien sûr, ils ne peuvent pas œuvrer comme ça tout seuls. Il y a évidemment un contre-pouvoir qui est l'opposition. Ça, c'est la rébellion en place. Je vous avais dit, le vocabulaire va être très technique. Donc l'opposition, c'est un groupe de mutants qui cherchent à libérer les autres mutants qui sont emprisonnés, exploités, sur lesquels on fait des expériences. Et donc voilà, il y a des opérations spéciales, il y a des commandos, des fois il y a du succès, des fois ça marche pas trop. Et c'est là qu'arrive Wolverine, parce que bon, on va pas tourner autour du pot, je vous ai mis le contexte. Et pourquoi Ultimate Wolverine ? Je vous avais dit, il y a deux raisons. La première, c'est parce que ça vient de l'Ultimate Universe, mais aussi pour le personnage, parce que Wolverine... On savait que c'était un peu l'arme ultime avec son squelette en adamantium, ses grosses griffes, etc. Et bien là, on va doubler, je sais pas, on va lui mettre un méga bonus. Wolverine est le soldat de l'hiver. Oh le bordel. Voilà. Donc il a été... visiblement, ils l'ont trouvé. On a moins le contexte sur comment il a été trouvé, mais on comprend que visiblement, il était en mission... Que peut-être, parce qu'il y a un des personnages qui dit « Oh, mais on voulait pas te laisser en arrière, on savait pas que t'étais resté, on pensait pas que t'étais en vie, tout ça. » Donc bon, on imagine qu'il y a un passif comme ça. Il a été trouvé, on lui a lavé le cerveau, et maintenant, il est sous les ordres de Piotr, donc le pseudo Colossus de cet univers, qui évidemment va l'utiliser pour éradiquer The Opposition. Donc, pas de bras en vibranium, comme le soldat de l'hiver qu'on connaît, mais toujours son squelette en adamantium, ça change pas. Et donc ce lavage du cerveau, les caractéristiques du soldat de l'hiver qu'on commande avec un mot et qu'on ressort à l'envie du placard, ou plutôt de sa bulle de flotte. Voilà, il le baigne là-dedans. Donc il va combattre ses anciens camarades. Certains vont le reconnaître, et hélas, face à Wolverine, face à un Wolverine télécommandé, c'est un peu compliqué de s'en sortir, ou en tout cas de faire le poids. Donc The Opposition va avoir beaucoup de mal avec cet adversaire. On découvre aussi des personnages qui rejoignent la cause de l'opposition, comme par exemple une certaine rousse qui s'appelle Natasha et qui arrive et qui dit « J'aimerais bien vous rejoindre, j'ai pas trop de super pouvoirs, mais bon, je veux faire quelque chose ». Et là, c'est un certain Rémi Lebeau qui va décider de la recruter. Bon, il est pas très chaud au début, mais bon, il va se faire convaincre. Alors Rémi Lebeau, toujours pour situer, nous on le connaît sous le nom de Gambit. Et il fait équipe avec une certaine Catherine Pryde qui est Kitty Pryde. Donc ils vont devoir affronter ensemble le terrible soldat de l'hiver, puisque bien sûr c'est au moment où Natasha arrive, ils sont en train de se parler, et là bim, il y a des coups de griffe dans les portes, Wolverine débarque, et tout le monde essaie de trouver sa place dans la bataille, et de bien s'en tirer. Donc voilà pour les 3 premières issues. Ce que j'en ai pensé.
visuellement, c'est très beau. Chaque personnage est travaillé. Petit à petit, on a des indices sur l'histoire de chaque personnage par rapport à son apparence. Alors, ça va être une cicatrice, ça va être un détail des cheveux, mais on a plein d'informations visuelles. Donc, ça montre beaucoup de choses, plus que ça en dit. L'action est bien gérée, c'est vif, c'est bien rythmé. Maintenant, l'histoire, j'ai trouvé que l'écriture était un peu bof. Un conseil de super méchant, un projet secret, des rebelles qui s'appellent opposition, ça, c'est pas très original. Là, on parle pas de problème de traduction, hein, c'est le texte en VO. Les super-héros, de voir nos super-héros en méchants, puis surtout Colossus, qui est un très doux, très gentil, de le voir en méchant comme ça, c'est un peu bof, on a déjà vu. Wolverine qui est utilisé et manipulé, ça, c'est un grand classique, on l'a encore déjà vu. Donc voilà, j'ai pas beaucoup accroché. Pour moi, on surfe sur un truc. C'est un spin-off de spin-off et j'ai pas eu beaucoup de surprises. Alors, on en reparlera peut-être plus tard avec les autres rubriques. Mais j'arrive à un moment peut-être de lassitude chez Marvel où j'ai l'impression qu'on reprend toujours la même chose, les mêmes ingrédients. Puis tiens, on va vous proposer un truc nouveau, mais c'est pas très nouveau en fait. Voilà pour moi. Ok, donc plutôt mitigé, si je puis dire, du côté de Tcherno. C'était très agréable visuellement, mais l'histoire, je me dis, ok. C'est comme un quarterback, très beau, mais pas grand-chose à raconter. Wow. Alors, ouais, j'aurais pas dit, je prends. Ça marche. À tous les fans de football américain, nous nous excusons. Ouais, mais moi je pensais au quarterback, genre dans les séries télé, tu vois. Je me désolidarise de ces propos. Non, en plus. Parce que t'aimes trop regarder Riverdale et tout ça. Je suis fasciné par. Non, pas du tout. Bref, Mathieu, qu'en as-tu pensé ? Alors, moi, j'ai trouvé ça assez moyen. L'histoire est pas tellement intéressante, puis c'est vraiment du déjà vu. Le coup de la mémoire de Wolverine qui va sûrement revenir petit à petit, on ne sait pas encore, mais il y a des chances que ça tourne comme ça. C'est vraiment très beau par moment. Il y a notamment dans la 3e issue, tout début de la 3e issue, quand il y a des planches sous la neige qui sont vraiment superbes. Et sinon, oui, c'est pas très emballant. C'est dommage parce que moi, j'aime vachement la relance de l'univers Ultimate par Hickman, mais là, c'est un peu décevant. Effectivement, ça fait vraiment... faut faire du Wolverine dans cet univers-là aussi, et du coup, pas grand-chose à raconter, quoi. Après, c'est supervisé par Hickman. Oui, voilà, oui. C'est pas lui qui a écrit celui-là. Oui, non, mais, évidemment, mais bon. Bon, il supervise son truc quand même. Ouais, puis il fait tellement de choses, lui, que... Je sais pas, Comment il supervise ? Ultimate Wolverine, je m'attends à ce qu'il fasse de la MMA, tu vois. Même pas. Non. C'est nul. Comme ma blague. XT, qu'en as-tu pensé ? Alors, j'ai pris mon cerveau, je l'ai mis à côté, et j'étais un homme très heureux. C'est pour faire cette fameuse vanne de toujours laisser son cerveau à côté, et donc il faut. Mais oui, pour le coup, j'ai pris du plaisir, moi, en fait, sur Ultimate Wolverine. Alors, plus que vous, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai pris ça comme ce que dirait un certain ami, c'est du comics fun. Et je l'ai pris de cette manière-là. C'est-à-dire que je le trouve l'action très claire et vachement bien amenée. Le scénario, en effet, ça casse pas trop pète un canard, c'est du revu. C'est encore le fameux twist de les méchants, les gentils qui viennent méchants dans cette réadaptation d'histoire. On utilise des anciens gentils pour en faire des vilains. On retourne l'histoire de Wolverine, qui est la même qu'auparavant, si vous avez lu l'Arme X, qui revient de Barry Windsor Smith, qui revient sur ce sujet-là, en fait, mais un peu twisté. Et au passage, le personnage fait aussi, il croise aussi l'histoire avec le personnage du soldat de l'hiver, parce qu'il est littéralement appelé comme ça dans le comics à ce moment-là, quoi. Donc il reprend l'histoire de j'ai oublié son nom de famille, Barnes. C'est Bucky Barnes. Bucky Barnes, oui. Donc il y a une espèce de croisement entre toutes ces histoires qui vont là. Et en fait, j'aime beaucoup son design aussi. Le design du costume, je trouve très chouette. Il a son statut un peu de personnage commando qui fait que ça revient un peu à ce qu'est moins Wolverine et plus
Logan dans sa vie d'agent secret, peut-être un peu plus proche de X-Force à la limite, dans tout ce contexte. Alors du coup c'est violent, c'est même très violent. Ça a ce petit côté vraiment, moi j'aime beaucoup le côté de côté rébellion contre un État beaucoup plus fort. Là on a vraiment le côté genre petit groupe de rebelles à affronter cet État avec leurs propres moyens façon OP secrète. Et ouais, moi ça m'a plutôt plu. Alors clairement, on n'est pas sur du grand comics qui va révolutionner quoi que ce soit. On n'est pas sur une redéfinition de personnage claire, mais j'aime beaucoup en fait ce côté presque fin du monde qui est un peu là-dedans, enfin un monde complètement totalitaire, avec lui qui a été concrètement qui a été manipulé complètement manipulé. Et qui va se réattaquer à ses anciens camarades en fait aussi à ce côté-là qui voilà reste un classique mais bien fait je trouve en fait ça se lit très bien et très vite il y a un super rythme en fait c'est ça que je cherchais voilà. C'est un super rythme je trouve dans cette histoire mais par contre en effet ça sera pas le prochain chef-d'œuvre ou un truc qui va retourner l'univers Marvel de quoi que ce soit quoi. Donc plutôt positif. Question. J'imagine avec tout ce que vous racontez que c'est pas du tout débutant friendly. Complètement débutant friendly. Parce que est-ce que t'as pas besoin de connaître Gambit ni Kitty Pryde de savoir qui c'est. Leurs pouvoirs sont assez faits de manière explicite pour que t'aies pas besoin de les connaître. Enfin c'est mon avis après. T'as les refs mais effectivement tu comprends l'histoire. C'est juste que si t'as du si tu connais les personnages, t'as un peu plus de refs, voilà, mais tu vois ce qu'ils en ont fait, mais sinon l'histoire se laisse raconter effectivement. C'est bien rythmé, je suis d'accord. Okay. Après, je pense qu'il faut quand même avoir lu peut-être le début d'Ultimate. Je suis pas d'accord, non. Non, Ultimate. J'ai rien lu du tout. Non, je pense que c'est pas nécessaire, je pense. À l'univers, t'as pas besoin qu'on te raconte qui est l'opposition, qui est le machin. Au final, l'histoire se laisse suivre. Oui, c'est tellement basique que du coup. Mais il résume aussi au début. Oui, aussi t'as le comme je disais, comme au début du Star Wars où ils te mettent, il s'est passé ça. Bah là, au début du chapitre, tu as le résumé qui te pose le contexte, si jamais. Après, clairement, c'est toujours mieux évidemment dans le contexte, hein, mais bon, je trouve que ça peut se lire sans trop de problèmes. Si on est fan de Wolverine et qu'on s'en fiche de tout l'univers Ultimate, des tenants et aboutissants, je pense que ça peut suivre. Ok, parce que c'est un vrai argument hein, en fait quand on lit des, surtout quand on plonge dans l'écurie, pardon, c'est le mot que je cherchais, dans l'écurie Marvel comme DC, c'est des univers qui sont tellement riches et sans cesse réinventés que parfois on peut être mis de côté quand on est un débutant. Donc voilà, c'était ma question. Bon bah voilà, Ultimate Wolverine, donc 2 mouifs, 1 enthousiaste. La balle est dans votre camp, cher lecteur, chère lectrice. On va passer ensuite, je vais donner la parole à Mathieu, qui va parler du titre qui a inspiré notre blague d'intro exceptionnelle. Voilà, alors titre que je n'ai pas choisi du coup, mais voilà, donc j'ai chroniqué Aliens versus Avengers. C'est une mini-série en 4 issues, je crois, de Jonathan Hickman, dont on parlait il y a quelques instants. Avec Esad Ribic au dessin. Donc c'est 2 compères qu'on a l'habitude de voir ensemble. Ive Svorcina à la couleur, je crois, qu'on connaît pas. Et puis au design, Jay Bowen. Donc c'est plutôt donc c'est un Elseworld, donc c'est pas dans la continuité Marvel classique. Donc voilà, donc l'histoire commence avec 2 scientifiques. XT, c'est des chiards, on est d'accord? J'ai pas fait attention. T'as pas fait attention. Ok. Si, avec leur chiards. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'est une race extraterrestre. Ouais. D'accord. En fait, ils ont une coiffe comme dans, alors pour ceux qui ont la ref, les mondes engloutis, un peu c'est Arcana ça, à la les fin. 2 bonhommes là, ouais, oui. Donc voilà, ces 2 scientifiques font des expériences sur diverses races extraterrestres, notamment sur un cri. Les expériences consistent en fait à leur mettre un face hugger sur eux, qu'on pourrait traduire par câlineur de visage. Ou câlineur de visage. Et c'est quoi un facehugger du coup? J'imagine que je suis pas très familier de l'univers alien. C'est les bébés aliens. Ouais, c'est ça. Ouais, je te lançais, mais je savais pas trop à quel point. En fait, c'est ce qui sort des œufs aliens.
Et c'est ce qui permet de contaminer, entre guillemets, les êtres vivants, puisque ça ne s'attaque pas que aux humains, et qui intègre à l'intérieur de leur hôte, donc un symbiote qui finira par créer un alien, donc un xénomorphe. C'est ça, très bien, merci Luxbox. Donc à ce moment-là, il y a une alarme qui retentit et ils voient dans leur radar qu'ils sont attaqués par une flotte de croiseurs wakandais, emmenés par T'Challa et Azari, son fils. Ils se font... en arrivant dans ce vaisseau, les Wakandais se font attaquer par des xénomorphes dont ils viennent à bout assez facilement. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air d'être si forts, ces bestioles. Après avoir retrouvé les personnes qui restaient dans le vaisseau, on apprend en fait qu'ils utilisent les aliens en fait pour contaminer des planètes en fait en envoyant en fait des graines qui contiennent chaque graine contient 4 œufs de reine, c'est un peu compliqué, et 12 corps infestés. Et donc voilà, en fait en quelques mois une planète tombe très rapidement et est submergée. Donc Et c'est comme ça que c'est la méga merde. voilà, c'est ça. Les Wakandais apprennent en fouillant un peu le vaisseau qu'ils ont envoyé ces graines sur plusieurs planètes, dont la Terre. Ensuite, il y a un cut, on se retrouve sur Terre avec ce qui reste des Avengers en fait, qui vivent dans une ville fortifiée. Toute la planète Terre est tombée. Attilan, la ville des Inhumains, Atlantis, le Wakanda, tout le monde est tombé. Les mutants, on apprend que les mutants ont migré sur Mars. Ils ont quitté Krakoa. Donc toute la Terre est infestée par des aliens en fait. Et il reste donc dans cette base, il reste Bruce Banner, Carol Danvers, Tony Stark, Valeria Reed, qui est la fille des 4 Fantastiques. Des 4 Fantastiques, enfin des... Tous les 4 Sue, Deux d'entre eux, les moi. 4, t'imagines. de Sue et Red Richards. Et Miles Morales, alias Pas mal Spider-Man. comme roadster. Avec un Voilà. costume au design très chouette, qu'on a déjà vu Ouais. avant, je crois. Mais bon, je sais plus où ce que je l'avais vu, mais je trouve très chouette ce costume en blanc et noir. Là. Oui, alors il arrive un peu après. Alors dans cette base, en fait, on voit que Hulk attend le retour de Valeria, en fait, qui est partie en mission pour essayer de trouver un remède à cette invasion. C'est vraiment... il n'y a plus d'espoir, quoi. Donc, elle revient finalement à la base dans l'idée de créer un virus pour tuer les œufs. Enfin voilà, ils ont toujours voulu s'en débarrasser d'une certaine façon, mais ça fonctionnait pas. Donc elle essaye de faire ça plus avant dans le processus en fait, pour réussir à vaincre l'invasion. Malheureusement, elle a elle-même été infestée en fait en allant chercher cet œuf. Donc elle s'est enfermée dans un espèce de laboratoire et Hulk, elle meurt, elle s'est fait contaminer, il y a un alien qui est sorti. Hulk rentre dans le laboratoire, tue cet alien et les autres survivants arrivent dans le laboratoire. Et là, Miles Morales se fait attaquer par un facehugger. Non, pas Miles. Ouais, donc tout le monde est stupéfait et en fait, Miles est sauvé par le symbiote qu'il possédait déjà, c'est-à-dire Venom, qui semble être plus fort que l'alien en fait. Incroyable. Donc, Un alien plus fort que l'alien. Voilà. Il y a opposition de symbiote. C'est ça. Ouais. Et c'est Venom qui gagne. Et donc là-dessus, le costume de Miles Morales devient tout blanc. Ah oui, c'est à ce moment-là. Oui. Et le Venom Facehugger, donc a fusionné, vient se mettre sur son costume et ça fait un très joli design en effet. Ah là, Et- j'ai très envie de voir ça. Et donc voilà, l'issue 1 se termine sur Miles qui dit qu'il faut qu'il quitte la planète et sauver les gens qui restent à sauver parce que de toute façon ils reprendront pas le contrôle de la Terre. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair. Ah mais si, Ah, si. ça m'a donné trop envie.
Je sais pas du coup si c'est bien. Tu en as pensé quoi, toi? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, je m'attendais pas à un truc incroyable parce que c'est quand même un comics qui est sorti au moment de la sortie du dernier Alien, je crois. Romulus ou Ouais, Romulus, tout à fait. l'année Romulus. dernière. l'année dernière. Enfin, Je crois ouais, que le premier ouais. numéro coïncide un peu avec la sortie du film. Il y a eu quelques trous dans la sortie, enfin quelques attentes entre le 2 et le 3, je crois. Il a mis puis- 6 mois ou 5 mois ou 4 mois, enfin bref, un Ouais, peu long quoi. c'est assez long comme publication. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Les dessins sont magnifiques, comme d'habitude avec Ribic. Je trouve, les couleurs, je trouve ça parfois un peu terne. Mais bon, ça va bien. Je trouve ça colle bien avec le dessin. C'est une ambiance tristoun. Hein, Oui, quand oui, même, de donc, toute façon, oui, c'est ça pas la colle, fête. comme tu dis. Mais et donc non, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je me suis arrêté à la première issue. C'est donc en 4. Alors le seul petit défaut que je pourrais peut-être trouver, c'est que donc j'ai lu les 3 premières et il en reste plus qu'une. Et je pense que ça va rusher un peu sur la fin parce que, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est ouais, l'histoire est, on a envie d'en avoir un peu plus quoi. Voilà, il reste plus qu'un numéro, je trouve ça un peu dommage. Mais non, sinon je l'ai trouvé que c'était une bonne lecture. J'irai sur la suite et j'ai vu que la VF sortait chez Panini le 11 juin, Ah bah c'est bientôt en plus. très bientôt. Parfait. Et la quatrième issue doit sortir au mois de mai, je crois, J'ai pas su, mais il me probablement. semble. Super. Voilà. Tiens, qu'en as-tu pensé? Je rejoins. Visuellement, c'est magnifique. Que ce soit, tout est à propos. Que ce soit les couleurs ternes, ça sert le propos. Les personnages, on les reconnaît bien. J'ai trouvé très intéressant. Alors, je sais pas si tu l'avais dit, mais nos super-héros sont vieux. Oui, je l'ai pas précisé, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très très intéressant de les voir dessinés âgés comme ça. On les fait toujours très fringants, etc. Sauf quand, je sais pas, il y a une mauvaise expérience ou je sais pas quoi. Là, non, juste ils ont pris de l'âge et ça leur va plutôt bien. Ils gèrent bien. Miles Morales, tout ça, ils sont vieux. Le temps a passé. Donc ça c'est cool. Tu parlais des couleurs. Il y a aussi eu un. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu. À un moment donné, la première chose quand j'ouvre qui m'a frappé, c'est les coups de feutre. Et je croyais que ces coups de feutre, c'était mais c'est stylé, pour la colo, ils ont fait il y a eu des coups de feutre, etc. Non, c'est un filtre. J'étais dégoûtée. Alors je sais que des filtres numériques, il y en a plein sur. C'est normal au moment de l'édition, mais là, j'ai trouvé, c'est vraiment genre comme si je mettais un filtre Instagram pour faire mon portrait au crayonné, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ça m'a un peu déçue. Donc je remets pas en question les couleurs ou le dessin, mais juste, j'ai pas compris cet effet feutre faux. Quoi. Si ça avait été vrai, j'aurais trouvé ça cool, mais là en faux, je dis ok, c'est comme un filtre Insta qu'on met par-dessus la page, c'est pas fou. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, c'est très très beau à regarder. Sinon, pour l'histoire, j'ai pas trop aimé l'écriture. Des très très bonnes idées, comme tu évoquais, hein, le Venom. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez face à face un Venom et un facehugger? Effectivement. Plein de petites choses comme ça, le fait de les avoir vus, vraiment de très bonnes idées, un très beau dessin, mais l'histoire, je suis restée sur ma faim, ou alors, ça, comme tu dis, ça va rusher vers la fin. Moi, j'aurais bien aimé voir qu'est-ce qui se passe si on crée un symbiote alien avec les pouvoirs de Hulk ou de Captain Marvel. Alors moi, je suis peut-être orientée chaos, mais j'aurais trouvé ça très intéressant. Et voilà, donc un peu déçue de l'écriture, que j'ai trouvé soit faible, soit ça pose ce que c'est en capacité de résoudre dans la dernière issue. Mais même comme ça, il y a beaucoup de potentiel par rapport aux idées. Et je trouvais que c'était pas exploité. Donc je reste sur ma faim. Voilà. Ok. Quant à toi, XT, qu'en as-tu pensé? J'ai pris du plaisir dessus. Alors, à savoir aussi que ça reprend beaucoup du lore de Alien Covenant. C'est-à-dire qu'il y a littéralement, je crois qu'il y a une scène qui est littéralement reprise du film au moment fin du film, où l'ingénieur arrive sur la planète alien et regarde le sol et explose tout le monde, quoi. Je crois que cette scène est littéralement reprise de mémoire. Et du coup, idéalement, c'est mieux d'avoir un peu de lore alien en amont pour mieux capter les enjeux, je pense. Enfin, pour peu qu'il y ait énormément d'enjeux quand même en soi frontalement. Ça m'a fait énormément penser à
à DC's version Hickman. DC's de Tom Taylor qui avait fait DC qui devenait des zombies, je crois, je sais plus, des vampires, enfin un truc comme ça. Via les écrans, là, c'est ça? Ou je sais plus. Mais où à la fin, les super-héros crevaient tous de manière plus ou moins rigolote et plus ou moins dramatique et apocalyptique. Et là, c'est un peu la même idée, sauf que 1, c'est vachement plus beau. 2, c'est écrit de manière moins fun et beaucoup plus serious business et ça marche bien. Enfin, c'est loin de critique. On revoit. On a nos Avengers habituels, mais on les voit en version vieille, quoi. Enfin, on a une vieille Carol Danvers, on a un vieux Iron Man En fauteuil roulant d'ailleurs. en fauteuil roulant, ouais, on a un peu genre le crépuscule de nos héros, quoi, qui sont là pour affronter la dernière menace qui est l'alien, quoi. Et ça marche plutôt bien. Enfin, moi, je trouve ça plutôt efficace. Et c'est en termes de graphique, ne serait-ce que pour le côté graphique, je suis complètement tombé dedans. Maintenant, oui, alors, pour moi, la blague peut pas, la blague façon de dire, peut pas tenir plus longtemps que 6 numéros, 5. En ayant eu le 3e, je me dis pourquoi pas finir en 4 parce que sur un coup d'éclat, parce qu'en effet, quand même, tous les personnages sont déjà, spoiler, plus ou moins pas en super état de toute façon, donc sinon, il faudrait apporter un peu de sang neuf, et c'est sachant que la théorie veut qu'ils aient déjà buté plus ou moins tout le monde, ça va être compliqué de trouver du sang neuf. Donc moi ça me plaît plutôt comme pari. C'est un petit kiff, rien d'incroyable, ça va, mais un bon petit kiff, un bon petit plaisir. Et on espère une belle édition chez Panini. Ouais, ça le mérite, ouais, pour vu le graphique. Ouais. Bon, généralement, Panini, il régale un peu. Hein. Cette année, ouais, les dernières années, ouais, ils ont Ouais. fait des beaux efforts. Ok, donc plutôt enthousiaste un peu partout. Moi, ça m'intrigue de ouf. Hein. Sérieusement, ça m'intrigue beaucoup. Et juste pour remettre un peu dans le contexte pour les auditeurs et auditrices, quand Mathieu a dit j'ai pas choisi, c'est pas parce qu'on l'a obligé avec un couteau sous la gorge, soyez rassurés. C'est juste que Mathieu nous fait le plaisir de remplacer au pied levé notre cher Matt Aperdumati qui est malade. Alors d'ailleurs, on lui envoie plein de bisous. Virtuels bien évidemment parce qu'on ne veut pas tomber malade non plus. Mais voilà, on l'embrasse fort et merci encore Mathieu d'avoir repris le flambeau. Eh ben de rien. Super, et bien on va passer à la 3e review de cette première partie d'émission. Et donc je repasse la parole à XT. Je sens que cette review va faire débat. Et pourtant, j'ai pris un plaisir malin sur cette review. Sur Guilt Frame, un comics de Matt Kindt, ce qui n'est pas une première, pour moi en tout cas, de proposer ces titres. Et en plus, écrit en plus de Matt Kindt, avec sa maman. Oh, c'est trop mignon. Avec Margie Kraft-Kindt. Sa maman. Mummy Kindt. À tel point que l'histoire prend presque ça en compte, car on suit 2 personnages principaux qui sont Sammy et sa grande-tante Meredith. Et qui sont les personnages principaux de notre histoire, qui sont au début présentés comme... Alors on n'est pas trop sûr, on sait qu'ils travaillent ensemble pour résoudre a priori des histoires, et qu'ils essaient de s'en sortir avec un peu d'argent façon détective privé, mais que c'est un peu la galère, et donc, mais qui sont mis quand même des bons résultats sur leurs 6 dernières histoires. Et donc, l'histoire démarre par une histoire de vente aux enchères de chaises de version Louis XVI, donc les belles chaises à la française. Et Meredith, du coup, va aux enchères. Ça, je l'ai vu absolument, se dit que ça doit valoir une fortune pour la revendre à un autre moment. Elle apprend, et puis... Après avoir bien enchéri sur ces chaises, notre Meredith, du coup, elle avait un concurrent bien ardu qui s'arrêtait d'un coup de voter pour d'enchérir, c'était via Internet. Et donc, du coup, elle a pu avoir les chaises pour pas trop cher. Sauf qu'en fait, petite blague, mais en fait, le mec a arrêté de faire des enchères parce que son chien a mangé son câble d'Internet. Ouais. C'est très con. Oh mon Dieu. Et j'aime beaucoup quand un comics démarre de cette manière. Mais donc du coup, c'est bizarre que quand même que quelqu'un d'autre soit si à fond pour des chaises Louis XVI parce que ça vaut cher, mais pas à ce point non plus. Et elle regarde son petit Samy, elle dit bon écoute, prends tes affaires, on s'en va. On va à Paris, on va enquêter sur ces chaises-là, c'est un peu chelou. Donc tout ça pour les faire estimer, voir si elles ont un autre secret, etc. Donc, après avoir vadrouillé dans le tout Paris, à blaboter 3 mots en français, c'est-à-dire qu'ils font des phrases, il y a des mots écrits en français dans le texte vraiment qui ne veulent rien dire en français, donc c'est un peu rigolo. Donc voilà. Et l'expert qui va voir leur chaise leur dit écoutez, vos chaises là, franchement, que dalle, hein. Enfin, c'est vraiment de la merde. Donc,
un peu déçus parce qu'ils espéraient pouvoir gagner le gros lot quand même avec ces chaises et pouvoir faire le gros coup qui leur permettrait de gagner beaucoup d'argent. Bah, ils sont un peu déçus, mais il y a un truc qui les titille et ils arrivent à apprendre qu'il y avait une voleuse, The Woman in Black, qui à l'époque avait fait un méga loot dans les années 20 ou 30, je sais plus qui est défini, mais elle avait fait un méga loot. Mais elle avait été capturée et personne n'avait retrouvé son butin. Personne. Et pourtant, on connaissait aussi le fait qu'elle récupérait des objets de type Louis XVI, Louis XIV, etc. Et donc, ils se disent tous, mince, il y a quelque chose dans les chaises. Et pendant ce temps-là, tandis qu'ils se baladaient, en fait, quand ils reviennent chez eux, les chaises ont été dépouillées, détruites. Donc, vandalisées. Et là, ils sont bien emmerdés. Et du coup, ils essayent de se dire qui a pu faire ça. Forcément, l'expert en question, qui est donc propriétaire d'un grand manoir. Ils vont le voir. Et là, il est mort. Non. Alors, à savoir que ça va être la fin de notre premier numéro sur une histoire qui fait 3 numéros de 70 pages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut le préciser, ça. Donc ça, c'est la fin plus ou moins du premier numéro. Donc, sans en dévoiler trop, on est sur complètement un whodunit. En gros, on a le premier numéro, c'est vraiment, on va mettre notre setup complètement. Et le deuxième va partir sur la partie whodunit où un petit enquêteur un petit peu malin, un petit peu à la française, machin, qui veut faire son gros malin et qui, quand il change de broche d'écharpe, de cravate, ça veut dire qu'il est en enquête, il a trouvé le meurtrier, etc. Il y a un côté très rigolo avec ça il annonce si vous voyez que j'ai mis cette broche, ça veut dire que je sais qui est le meurtrier. C'est le Cédric Villani du crime. Putain, oui, c'est un peu ça. En vrai, Bref. il y a un petit peu ça. Et donc, du coup, il va interroger tous un par un, la famille, les collègues, les amis. Et donc, évidemment, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sinon je ne vais pas offrir la résolution de toute cette affaire qui part comme ça, mais on est sur du Madkin, donc il y a un côté jeu avec ses personnages très riche et jeu avec le lecteur qui est aussi très importante. Le dénouement est délicieux. Il est génial, le dénouement. Surtout dans la manière... En parallèle, on a Samy et Meredith, il y a quand même une petite histoire de famille derrière qui est racontée en fond et qui, pareil, se résout à la fin de manière extrêmement satisfaisante, qui explique tout plein de choses. Et mon but, c'est de pas trop en dire pour pas trop distiller trop d'indices là-dessus, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intrigues de fond et d'intrigues devant. On part sur vraiment un whodunit très très satisfaisant. Et je pense que je préfère m'arrêter là. Le graphique, c'est du Madkin, donc on n'aime pas, c'est de l'aquarelle avec du dessin qui paraît très brouillon, mais pour autant que je trouve moi personnellement très riche et qui est très détaillé sur là où il faut, et qui sait mettre en valeur ce qu'il doit mettre en valeur. Et pour ça, il en est très fort. Je sais pas ce qu'en ont pensé mes petits camarades, mais moi, c'était un plaisir incroyable. C'est un des meilleurs Madkin que j'ai lu, je pense. Alors, les petits camarades, vous en avez pensé quoi ? Pareil, je ne vais pas trop en dévoiler. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire ça. Visuellement, j'étais pas accrochée. Comme tu dis, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est ce que j'appelle de l'aquarelle sale. C'est-à-dire que ça déborde. Oui, ça déborde. Hein. Clairement, ça déborde de partout. Il y en a partout, voilà. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les paysages urbains. Et là, il m'a fait plaisir avec des plans d'appart en coupe. Ah oui, c'est incroyable. Ça. Il y a des doubles pages avec des appartements coupés avec des petits détails, les petites chaises. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, si c'est édité ou quoi, on est sur quelque chose de très très beau, très esthétique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue, je peux parler sur l'esthétique. Donc il y a des paysages urbains, des appartements coupes pour l'aquarelle sale, etc. Il y a des couvertures et des petites scènes. C'est un diorama de la scène de crime, c'est-à-dire que donc vous êtes en train de lire un comics et à un moment donné, vous avez avec de la laine, avec des petits, un peu comme dans une maison de poupée, vous avez la photo d'une scène de crime ou d'une scène de la BD reproduit avec des petits personnages en plastique. Voilà. C'est génial. Et ça, c'était vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on passe du temps sur des pages comme ça à regarder les détails de façon minutieuse avant de tourner les pages. Donc déjà, c'est 70 pages par volume et en plus, on passe du temps. Donc c'est très très plaisant. Voilà. Également, en fin d'issue, il y a toujours des petits documents, par exemple un timbre de l'époque, des lettres, alors bon, on imagine que c'est du faux, mais des articles et tout ça, donc pour replonger les gens dans l'histoire quand vous êtes à la lecture, donc ça c'est très très chouette. J'ai aimé aussi, comme c'était évoqué au début, le fait que les personnages, on n'est pas sur une romance classique comme on a pu voir dans les films de
détective où il y en a deux qui se tournent autour, façon Murder et Scully. Là, non, c'est une tante c'est une dame avec son protégé. Bon, on sait pas si j'ai pas bien compris si c'était son neveu. Si, c'est son petit neveu, quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. C'est pas. Ouais, ok. Ah oui, bah c'était pour ça. C'est pour ça qu'il dit neveu. Great Aunt, c'est pour. Ok. Donc une dame avec son neveu, il y a ce côté Murder She Wrote. Comment elle s'appelle? Arabesque, exactement. Il y a Jessica Fletcher. Voilà, bon, sauf qu'elle, elle a un peu plus. Elle n'a pas le flegme anglais de Jessica Fletcher, bien sûr. Donc voilà, j'ai parlé des personnages, des documents, les couvertures et scènes de crime, beaucoup de plaisir. Classique, voilà, on découvre les persos à travers. Mais ça, c'est dans la deuxième issue, on découvre les personnages, comme tu dis, à l'enquêteur, à travers des flashbacks. Donc on découvre leur histoire, etc. Et alors à la fin, le twist, mais moi, ça me donne envie de tout relire encore. C'est très très bien écrit. C'est voilà, énormément de plaisir, que ce soit à lire, à parcourir les pages, même si vous n'aimez pas le genre, c'est un très bel objet. Et ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Moi, j'ai jamais vu ça. Ah bah, ça me fait plaisir que tu en dis ça aussi. Alors, j'ai jamais vu un truc pareil, donc je me dis waouh, ok, ça apporte un truc nouveau. Et ça, c'est génial. Et j'ai relu le premier numéro, moi, du coup, après. C'était vachement chouette, du coup. C'est très très chouette, ouais. Ça vous donne envie de relire avec. Parce qu'après, vous avez des nouveaux éléments, des choses comme ça, et ça, en relisant, vous avez une autre histoire encore, donc c'est génial. Comme quand on revoit Sixième Sens après avoir appris le twist de fin. Ce genre-là, ça va un peu plus loin, il y a plus de persos. Ouais, mais non, mais c'est genre dans l'idée, tu vois, genre maintenant que tu sais qu'il y a un élément qui influe plein de choses que t'as pas vues, oui, t'as envie de tout revoir pour te rendre compte à quel point en fait, tout est pensé. Voilà, mais dans un whodunit, c'est la première fois que je vois ça. Ah ah. Et toi, Mathieu, qu'en as-tu pensé? Alors moi, j'ai lu que la première issue, qui était un peu longue déjà, mais j'ai adoré. Matkin, déjà, moi je suis à la maison, hein, donc avec lui au dessin encore plus, parce que j'aime vraiment. Moi j'aime vraiment son dessin. Ses visages sont vachement expressifs malgré le peu de. De détails, c'est des traits, c'est beaucoup des dessins, c'est beaucoup des traits, c'est pas des points, c'est pas dans le point où c'est précis. Ouais. Et donc, et puis alors il y a c'est chouette de voir Paris dessiné comme ça. Il y a une scène aux puces de Clignancourt, je crois. Oui. Ouais, Saint-Ouen, Port de Clignancourt. Ouais. Et non, c'est vraiment voilà, c'est un whodunit qui est mélangé un peu avec un buddy movie un peu, je trouve, dans le côté duo. C'est vrai. Le côté duo un peu dysfonctionnel par moment, mais on sent qu'il y a une grande complicité entre eux. Ouais, ça marche bien. Et vous donnez vachement envie de lire la suite, donc je pense que je vais lire ça en rentrant ce soir. Et c'est vraiment une super lecture. C'est le sujet est vraiment de niche, quoi, les chaises Louis XVI. Mais c'est juste un petit prétexte, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, ça peut intéresser n'importe qui, quoi. C'est super lecture. Donc enthousiasme total autour de ce titre. Yes. Par contre, effectivement, il faut que vous sachiez que c'est long. Voilà, disons qu'on s'y glisse pas comme dans les 3 premiers chapitres d'un truc qui fait 15 pages, quoi. Ouais, puis il faut suivre quand même. Voilà, ouais. Comme c'est un whodunit, il faut suivre un peu, on a ses théories. Et c'est le premier comics où j'entends parler de Duolingo. Ah oui, ça. Voilà. Mais est-ce que tu es menacé par le hibou? Je sais pas, mais en tout cas, donc les deux personnages. Pardon, j'ai pas compris ta blague. Parce que le hibou est toujours très menaçant en disant bah oui, alors, c'est ça, oui. t'as pas fait ta leçon. Non, il envoie des une notifs. petite scène, voilà, où il apprend le français via Duolingo. C'est marrant. Ok, donc c'est un total oui pour Guilt Frame. Même si je me suis fait insulter quand j'ai proposé que les gens ont vu le nombre de pages. Bah comme quoi, des fois quand c'est long c'est bien. Oui. Bref. Ok. Peut-être qu'on peut passer à la suite de l'émission. Avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, comme d'habitude, une petite page de pub pour nos réseaux sociaux. Le grand classique. Si vous êtes encore sur Facebook, parce que ça arrive, nous y sommes toujours présents de façon sporadique avec le Bouya Comics Club.
Bien évidemment, vous êtes invités à rejoindre le Discord de notre communauté d'auditeurs et d'auditrices. Attention, c'est pas un warning. Ce n'est pas le Discord de Comics Outcast, mais c'est bien le Discord du Vaisseau Hypersensas. Donc vous allez y croiser des gens qui écoutent aussi d'autres podcasts de notre label. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont gentils aussi. Dans tous les cas, le lien d'accès au Discord se trouve généralement en biographie de nos réseaux sociaux. Et enfin, autre endroit où vous pouvez retrouver les informations concernant Comics Outcast, vous avez bien évidemment Instagram, mais aussi Blue Sky. Donc, et n'oubliez pas, on a changé récemment de compte Blue Sky. Donc maintenant, vous pouvez nous retrouver à comicsoutcastvhs.bluesky.social. Voilà. La deuxième partie de l'émission, c'est celle du focus. On s'intéresse à une œuvre globalement terminée, récente ou pas, et que dans tous les cas, nous trouvons assez intéressante pour qu'on ait envie de vous en parler. Cette semaine, nos chroniqueurs et chroniqueuses se sont attaqués à Enigma, et c'est XT qui va nous le présenter. Alors, parlons d'Enigma. Enigma, un titre de 1993, donc ça remonte un peu. J'ai été né cette fois, je vous le dis. J'ai failli faire la blague. Écrit par un certain Peter Milligan, que vous avez pu retrouver sur du Hellblazer en particulier, qui a un super run chez lui. C'est un auteur qui est très littéraire, qui a un côté très très littéraire, donc si vous lisez, c'est vraiment un style très particulier. Vraiment moins dans le dialogue que dans le côté très réflexion. Ça a été dessiné par Duncan Fegredo, colorisé par Sherilyn Van Volkenberg en particulier. Et de quoi ceci nous parle donc? C'est en 8 numéros, donc je disais, je sais pas si c'est passage, c'est un comics que je dirais aussi, si vous aimez Grant Morrison en général, je pense que c'est quelque chose qui pourrait très fortement vous attirer. On est sur un comics avec un genre très particulier qui va mélanger énormément réalité et fiction dans ses thématiques, et surtout ça apparaît quelque chose de quête d'identité et en particulier d'homosexualité début des années 90 dans les comics. C'est l'être le cœur un peu moins du sujet. Donc de quoi ça va nous parler donc en termes d'histoire? On va suivre un personnage qui s'appelle Michael Smith, un personnage assez ennuyeux mais qui rêve pour autant de sa maison avec un puits. Il a des vieux souvenirs dans une campagne, mais lui il est chez lui dans son appartement à Pacific City et il sort avec il sort avec une petite amie. Clairement, on peut pas dire que ça soit décrit comme la grande joie avec elle pour autant. Bref, une histoire en fait qui va un peu à volo et pas bien passionnante. Du coup, il se trouve que dans la ville, en ce moment même, la ville est sous l'effroi de multiples meurtres. Et surtout un meurtrier qui s'appellerait le mangeur de cerveau. C'est-à-dire que le meurtrier, littéralement, Miam, miam. mange le cerveau de ses victimes. Un zombie? Même pas, non. Et il est fasciné par ça. Il va à la télé et il sent qu'il y a un truc qui va, comme s'il y avait une connexion avec cette histoire de meurtrier. Il y a quelque chose qui se crée en lui, quelque chose qui l'attire. Et c'est plus que de la curiosité. Et c'est quelque chose presque qui le réexcite plus, genre à tel point qu'il couche violemment avec sa petite amie sur une voiture au milieu de la rue. Enfin, c'est quelque chose, au milieu de sa vie plus ou moins ennuyeuse. Et c'est comme si c'est quelque chose l'animait en fait, le ranimait. Et il se trouve qu'en fait, on apprend que ce meurtrier se ferait appeler la vérité. Et évidemment, le titre, je vous rappelle, de l'histoire s'appelle Enigma. Ceci n'est pas tout à fait anodin. Il se trouve qu'il y a aussi un espèce de lézard rouge qui se balade, donc qui sera là tout au long de l'histoire. J'en préciserai pas trop pour pas trop rentrer dans les détails, mais qui sera toujours présent plus ou moins avec les victimes ou proche de tout ça. Du coup, Michael commence à sortir le soir en espérant plus ou moins sortir, dégourdir, se changer les idées, mais au final presque aussi, enquêter sur ce meurtrier, et il se met à vouloir le rencontrer face à face. Le meurtrier est en fait une espèce de monstre. Quelque chose d'un peu indescriptible, ou même le dessin est presque rendu indescriptible, presque brouillon. C'est-à-dire, j'en parlerai du dessin, mais c'est ça qui rend le dessin vraiment passionnant pour ça. Et en fait, concrètement, il se fait bouffer le cerveau. En fait. Enfin, il se fait attaquer, quoi. Enfin, plus ou moins bouffer le cerveau. Il est considéré comme mort. Et donc, en bon mort, il est dans la merde. Parce que c'est quand même notre personnage principal.
Et nous, en tant que lecteur, on se dit mais merde, notre premier numéro il est mort, fait chier quoi. Enfin, je l'aimais bien ce type, ou pas trop d'ailleurs, parce qu'il est pas particulièrement d'ailleurs un personnage qu'on aime beaucoup au départ en fait. Et en fait, de manière surprenante, en fait, il ressuscite en fait. Enfin, il ressuscite, il est à l'hôpital et puis il est pas mort en fait. Enfin, genre il s'en sort. Mais il a toujours son cerveau. Et il a toujours son cerveau. Oh. Et les médecins comprennent pas trop, ils se disaient faut le débrancher, etc. Mais bon, pas sûr. Sa copine est à côté, elle fait oh, c'est le drame de ma vie, etc. Et lui se réveille et il a un espèce de d'à-coup, genre il se dit l'énigme est à côté quoi, elle est juste à côté. Et en fait, il a cette connexion qui se réveille et en fait, en se réveillant, il se dit mais putain, mais oui. La vérité, l'énigme qu'on voit à la télé qui est en train d'affronter la vérité. Parce que pendant ce temps-là, à la télé, tu l'as diffusé l'énigme, un espèce de super-héros masqué, qui est en train d'affronter la vérité. Et il se dit, mais je les connais tous les deux. Je les connais, je sais ce que c'est. Ils étaient dans les comics que je lisais quand j'étais enfant. C'est les personnages que je lisais en étant enfant. Tout le monde dit, mais tu te fous de ma gueule, arrête tes conneries, c'est bon, Jean-Claude, calme-toi, Michael, calme-toi. Et lui, il se prend par cette lubie, dit... Il lâche tout. Il dit à sa meuf, ces énigmas, on dirait un fou en fait. Notamment quand sa meuf lui dit, mais il le prend pour un fou quoi. Et il lui présente un comics, c'est lui, ces énigmas. Et puis il dit, mais calme-toi, c'est des meurtriers, ils sont en train de se faire mal. Et pendant ce temps-là, on a toujours ce combat entre Enigma et The Truth qui sont donc en train de s'affronter l'un et l'autre, tandis que The Truth a plutôt tendance à prendre le dessus. Donc, de par ces événements, Michael décide de, comme beaucoup de monde et ce qui se passe et qu'on peut comprendre, chercher l'auteur de Enigma. Qui est l'auteur d'Enigma ? Parce que si il sait ce qui se passe en ce moment, il saura la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui se passera à l'énigme et à la vérité ? Si, vu que c'est lui qui l'a écrit, forcément il connaît la suite. Et il arrive à le retrouver, un certain Titus. Il le retrouve dans la campagne américaine. Titus, on peut pas dire que ce soit la grande joie, hein. C'est pas Stephen King. Hein. Titus, c'est un gars aux cheveux longs, rien de très sexy, très attirant, pas un personnage qui a plein de défauts. Et ils se rencontrent et il lui dit mais écoute, qu'est-ce qui se passe après ? Là, The Enigma et The Truth s'affrontent là. Qu'est-ce qui va se passer ? Il lui dit mais j'ai jamais écrit d'histoire à passer le numéro 4 en fait, parce que passer le numéro 4, on m'a coupé les fonds quoi. Vous pouvez plus écrire quoi. Il n'y a plus d'histoire. Et là, du coup, aussi en parallèle se crée toute une secte de fans d'Enigma et la police qui essaie évidemment de poursuivre Titus et de voir ses réponses là. Mais lui, en fait, il fuit tout ça, Titus, cet auteur, il fuit toute cette histoire-là. Parce que ça l'intéresse pas. Lui, on lui cherche quelque chose alors que lui, il n'en sait rien, n'en sait pas plus que les autres. Et du coup, à discuter avec Michael, il commence à faire ami, à discuter un petit peu, à tel point que dans un bar, Titus commence à lui faire des avances. Et oui, et puis c'est là que Michael réagit de manière complètement violente et complètement salaud, le frappe et lui dit écoute, je suis pas pédé. Je dis ça avec ces mots-là parce que c'est comme ça dans le texte, hein, c'est pas mes propos. Et lui dit en fait de cette manière en fait violente, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu me touches quoi. Bref, une sensation d'agression de sa part. Et évidemment, évidemment non, mais contexte d'époque aussi parce que c'est quand même un comics qui a été écrit dans une période où ça serait pas réécrit comme ça, de cette manière-là, et les problématiques étaient différentes aujourd'hui à l'époque, mais c'est clairement un comics de ces années-là, quoi. Du coup, pour autant, ils sont toujours tous les deux dans la quête de comment trouver la solution de The Truth et The Enigma. Ils continuent quand même malgré ces avances-là à faire ça. Et Michael se prive d'un courage et The Enigma, il en rêve. D'ailleurs, cette nuit-là, il en rêve. Il rêve de lui en presque, avec la représentation d'époque, de lui avec du cuir autour, enfin des sangles en cuir autour de lui. Enfin bref, et sent un peu émoustillé en fait de ce personnage d'Enigma dans sa tête, quoi. Quelque chose qui le fascine concrètement, qui est en train de changer sa propre identité, parce que c'est aussi sa quête d'identité, parce que lui, il recherche ses rêves qu'il faisait de lui toute son enfance par rapport à ça, ses comics qu'il lisait, quels sont ses personnages, et il va essayer de get to the truth, donc littéralement récupérer le truth, qui est au final l'ennemi de l'histoire en fait en ce moment, dont on nous parle. Et donc en fait on va être sur vraiment une vraie quête initiatique de ce personnage de Michael. Alors je vais pas parler de toutes les péripéties qu'il y a, mais ça reste que sur 8 numéros, c'est pas trop long. Mais le personnage va du coup sur un monde relativement éthéré, donc via ce monde des rêves, via sa réalité, qui vont se percuter. Et sur des souvenirs oubliés vont se percuter. Lui va
revenir sur cette quête d'identité, va revoir son ex qui l'appelle, qui s'inquiète pour lui, il s'en fout complètement, enfin sa copine qui s'en fout complètement, il l'appelle pendant qu'elle est en train de le tromper, lui il s'en fout complètement, ça l'intéresse plus maintenant. Il est complètement fasciné par l'énigme, comme on serait fasciné par une idole en fait. Il y a quelque chose de vraiment, comment dire, de connexion quoi, qui se fait en lui. Et donc, il court derrière ça. Et au final, il va commencer à accepter petit à petit sa propre homosexualité au final envers ce personnage. Il en est complètement amoureux. Il va en tomber amoureux complètement. Et sans trop t'en dévoiler, la fin est d'une poésie assez incroyable. Parce qu'évidemment, on est sur une histoire d'amour qui se forme. Mais presque une forme d'histoire d'amour entre trois personnes, avec Titus dans cette histoire aussi, qui... En fait, Titus est presque un peu l'accompagne Michael dans sa quête d'identité, va en fait un peu l'orienter dans toutes ces histoires, tandis que lui, en fait, un peu cet esprit un peu fermé. C'est un peu rigolo parce qu'en fait, lui, il semble dans son tunnel, tandis que Titus l'oriente, mais il reste quand même très fort dans son tunnel, un peu éthéré, de cette fascination pour Enigma. Et donc, on a ce combat quand même de super-héros entre ce meurtrier, quand même de Trousse qui est quand même là, qui est quand même une représentation ennemie de tout ça, et une vraie remise en question. En fait, l'Enigma deviendra une vraie personne avec un vrai passé, avec un passé un peu de super-héros, un peu dark. Il était dans un puits, il a survécu dans un puits en bouffant des lézards, etc. Donc, on revient sur cette histoire de lézard. Et après, sur ce que ça peut représenter un peu plus. Et les deux en fait tombent amoureux l'un de l'autre, tandis qu'en fait Enigma en fait n'est un personnage complètement socialement à côté de la plaque en fait. Enfin, c'est un super-héros, il se bat comme s'il devait se battre en fait, et ça reste un personnage de BD qui a été matérialisé après tout. Et donc lui va s'accompagner dans une vraie quête d'identité tous les deux, où quand il lui retire le masque, qu'il le voit son vrai visage à Enigma, il y a un côté genre ils s'embrassent tout de suite sur ce haut de toit, image très belle, enfin avec d'un romantisme assez incroyable. Et ouais, je préfère m'arrêter là parce qu'après la fin est pareil, aussi très belle, et se finit de très belle manière sur comment les uns s'accompagnent avec les autres et comment s'acceptent même sur ce qu'ils sont vraiment, et à quel point ça peut être dur de s'accepter selon des codes de société, et à quel point quand on peut s'y échapper, on peut se sentir mieux dans sa vie de tous les jours et se sentir mieux en tant que personne. C'est 8 numéros, et dedans il y a un dessin très particulier, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on va représenter des choses un peu monstrueuses, un peu horrifiques, un peu, parce qu'il y a un vrai côté horreur dans ce comics quand même, le dessin est très brouillon, en fait on distingue pas vraiment les bras, des jambes, des visages, etc. C'est quelque chose de très difforme, comme quelque chose qu'on rêverait en fait, quelque chose qu'on cauchemarderait en fait, comme un cauchemar. Et le dessin rend vachement bien ça, tandis que quand il doit dessiner des personnages humains, clairement, il y arrive très bien. Et ça, il s'en sort très bien. Tout comme quand il dessine ses héros, c'est dessiné de manière très claire, avec des visages très expressifs, dans une Amérique. Enfin, il y a un côté aussi d'Amérique qui juge ses comportements. Parce que d'ailleurs, j'ai Amérique, mais non, peut-être plutôt Angleterre. L'auteur, j'ai un doute, pardon. Donc plutôt de Pacific City, dans cette Pacific City qui a ce regard un peu jugement autour de ça. C'est un comics que je conseillerais vraiment un peu à tout le monde, tout en conservant quand même en idée que c'est un contexte des années 90, qu'on est en 93, qu'on est il y a quand même 30 ans, qu'il faut garder en tête, parce qu'évidemment certains codes qui aujourd'hui paraîtraient obsolètes en fait sur certaines questions. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de super à lire, et c'est un peu unique en son genre, dans sa manière de faire. Il y a vraiment ce sentiment de quête en fait qui est exprimé dedans, qui est vraiment unique. Très bien. Moi, je suis un peu fascinée parce que tout ce que tu racontes. Mathieu. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire cette BD, mais ça donne vachement envie. Est-ce que les dessins, c'est un peu Department of Truth un peu Non, c'est vraiment plus ça reste quand même très typé années 90, début 90. Ouais. J'ai pas de nom en tête à te donner, mais ça reste quand même très... pas 90 version X-Men, mais plutôt 90 d'Eric Robertson, ce genre de choses. Okay. Plus proche de ça, mais quand même beaucoup plus artistique, on va dire. Enfin, beaucoup plus riche, presque avec un côté brouillon, mais pourtant très riche. Je sais pas comment te l'écrire autrement. Ok, non, bah, du coup, j'ai pas grand chose à dire. Ça donne vachement envie. Je pense que je vais me pencher dessus.
Tcherno, as-tu quelque chose à dire sur cette œuvre qui a l'air plutôt étrange et unique? Ouais, j'ai quelque chose à dire. Tu as parlé de l'aspect visuel, je déteste. Assez particulier, ça c'est clair. Voilà, mais alors, je vais dire ce que j'aime pas et après je vais dire ce que j'aime. Donc je n'aime pas visuellement, c'est brouillon, c'est fouillu, mais c'est voulu, ça sert le propos. Ça je le comprends bien. Après c'est pas faire 8 numéros comme ça, c'est un peu pénible parce que vraiment ça me crispe. Enfin, voilà, j'aime pas le dessin du tout. Et effectivement ça manque de détails. Mais encore une fois, je comprends pourquoi. Quand il fait quelque chose de cauchemardesque, il sait dessiner des personnages, tu l'as bien dit, hein, il sait faire des personnages. C'est juste que quand il veut pas montrer de détails, eh ben, il en montre pas. Et moi, ça me frustre un peu. Voilà, mais ça, c'est plus lié à ma personne. Je comprends pourquoi c'est un classique. Parce que c'est très intelligent. C'est extrêmement bien écrit. L'ambiance particulière, c'est plus que noir. On a l'impression... Moi, quand j'ai lu ça, j'avais l'impression d'être enrobée de suie. Je sais pas si. Si, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu te sens sale, tu te sens. Ouais, un peu sali, transpirant. Tu te sens un peu non, moi, transpirante, non. J'avais l'impression d'être entourée de crayons carbone. Okay, ouais. Voilà, mais ça sert le propos. Et c'est là où c'est très malin, c'est très intelligent. Enfin, c'est fait comme ça. Et la fin, et comme tu disais qu'elle était poétique, moi je la trouve très mélancolique, même. Oui. C'est magnifique. Donc moi, si on m'avait donné le texte à lire, genre c'est un roman, je dévore. Là, en comics, c'est vraiment le support visuel qui me freine un peu, où ça a été pénible pour moi d'aller au bout. Mais ça reste, voilà, je comprends pourquoi c'est un classique, c'est beau. Et même si on n'est pas fan, je pense qu'il faut l'avoir lu parce que ça apporte vraiment quelque chose dans le dénouement. Ça apporte quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Alors, j'ai pas lu tout ce qui existe, hein, ça bien loin, mais c'est vraiment très... Enfin, c'est particulier, mais dans le bon sens du terme. C'est unique. Voilà. Ouais, je pense que le mot est unique et vraiment... J'ai jamais vu ça non plus écrit de cette manière-là, une quête d'identité de cette manière-là. Oui, et puis les twists, oui. C'est assez époustouflant. Voilà. Et c'est pour ça que je dis c'est très grande morrisonien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté... de temps en temps, c'est pas simple forcément à lire. Faut quand même que c'est comme un récit, il faut vraiment être dedans, quoi. Quand même, Oui, il faut y aller et pas avoir peur de se salir. Ok, donc on rappelle où est-ce que ça se trouve ? Oui, très bonne remarque. On peut retrouver ça chez Urban Comics. J'ai pas vérifié si c'était encore édité. À l'époque, parce que j'avais encore le ticket d'impression au-dessus du prix, et c'était à 19 € à l'époque. Je sais pas s'ils ont changé les prix ou pas. Mais ouais, sur Urban Comics, 8 numéros, Peter Milligan. Franchement, allez-y, ne serait-ce que par QT, parce que c'est vraiment un comics unique. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, ça me chauffe de ouf, si je puis me permettre l'expression. On va passer à la troisième partie de l'émission. C'est le nouvel instant réclame. À force, vous commencez à les connaître. C'est celui où je vous parle du Patreon. Donc, qu'est-ce que le Patreon ? Le Patreon est un système d'abonnement. Non, c'est pas vraiment un abonnement. Enfin bref, vous proposez une somme que vous pouvez nous verser ponctuellement ou régulièrement et qui vous permet de nous soutenir et qui nous permet de remplacer le matériel, louer potentiellement des endroits où enregistrer, acheter des bonnettes. Et acheter des bonnettes, j'allais le dire puisque c'était un running gag, j'arrête pas d'y faire référence depuis... franchement, si ça fait pas un an et demi, parce que j'en avais marre de nos vieilles bonnettes toute cracra là, qui tenait plus. Il y en a une, elle était déchirée, elle était quand même dans le matériel depuis 1 an et demi. Je sais pas ce qu'elle faisait là. On attendait peut-être qu'elle ressuscite tel un zombie, je ne sais pas. Bref, on a acheté des bonnettes. Si je reviens, je veux des bonnettes neuves à chaque fois. Hein. Alors, écoute, là, en plus, on a des couleurs. Non, mais je vous jure, c'est pas des couleurs. Non, c'est des couleurs fluo. Et elles sont toutes là. Du jaune, du vert, du rose, du violet. Évidemment, le pauvre Mathieu, il est puni. Il est la seule qui est noire. Mais un beau noir. Tu auras une couleur différente à chaque fois. Est-ce que ça te va comme deal ? Ça me va. Super. Donc non, on ne rachètera pas des bonnettes à chaque fois, même si Mathieu nous fout la pression. Mais effectivement, grâce au Patreon, on pourra remplacer éventuellement des câbles, des choses comme ça. Enfin bref, ça nous aide pas mal. Et vous pouvez trouver tout ça sur patreon.com/vaisseau hypersensas, puisque bien sûr, on le rappelle, le soutien du Patreon n'est pas uniquement pour Comics Outcast, mais pour l'entièreté
du vaisseau Hypersensas, ce qui est parfaitement cohérent dans la, dans la mesure où on se prête tout ce matériel. Donc voilà. Sur ce, nous allons accéder à la troisième partie de l'émission. La troisième partie de l'émission, c'est le hors les bulles. Donc le principe, c'est de parler des univers comics qui ne sont pas les livres. Séries, films, expositions, jeux de société, jeux vidéo, blablabla. Et cette semaine, nous avons décidé de regarder, autant que faire se peut, la saison 3 de What If. Il n'y a que Tcherno qui l'a vu en entier. Moi, il me manque 2 épisodes. 5. Ouais, donc Ixté en a vu 5 et je crois que Mathieu n'a pas eu le temps. toute la saison, ouais. Ouais, On va reconstituer. voilà. Du coup, Tcherno va nous présenter un petit peu sur en quoi ça consiste. Oui. Alors, What If, donc c'est une mini-série qu'on trouve sur Disney+. Pour rappel, il y a eu une saison 1 qui avait énormément été appréciée par les gens, donc qui consistait à dire, alors le What If, c'est on vous présente vos héros et héroïnes, mais dans des univers alternatifs ou avec des twists dans l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si, je sais pas moi, si Black Panther n'avait pas revêtu le costume, alors j'invente, que se serait-il passé si il n'y avait pas eu de Captain America mais un Captain Britain ou un truc comme ça. Donc ça va explorer les personnages et leurs réactions par rapport à un nouveau contexte, de nouvelles problématiques. Donc la première saison, très intéressante, avec un narrateur. Donc le narrateur, ce sont les observateurs, les gardiens, qui sont là normalement pour observer ce qui se passe dans l'univers, dans les univers, et qui ont prêté serment pour ne jamais intervenir. Ils sont juste là pour observer, pour regarder ce qui se passe, et nous le raconter ou nous le commenter très gentiment au fur et à mesure des épisodes. Donc le format, c'est une saison, c'est 10 épisodes, des épisodes de 20-25 minutes, si je compte pas le générique. Et il y a eu la saison 3, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors moi, grande spécialiste de regarder des trucs sans en avoir vu les précédents. J'ai vu la saison 1, mais je n'ai pas vu la saison 2. Et pour la saison 3, bon, il n'y a pas besoin d'avoir vu la saison 2. Enfin, pour moi, je n'étais pas perdue. J'avais un peu le contexte. Si on avait vu les premiers épisodes, on sait de quoi ça parle. Et on n'est pas surpris de voir des personnages avec un costume un peu différent ou dans des endroits où on n'est pas censé les voir normalement. Et puis à la fin, y a à la fin de la saison 1, donc ça je pense qu'on peut spoiler sans problème, tous ces héros et héroïnes alternatives finissent par se retrouver, traversent le multivers pour se retrouver et faire une sorte d'Avengers du multivers. Voilà, et c'est ce qui va revenir assez souvent dans cette série. Donc la saison 3, là aussi, comporte 10 épisodes de 20-25 minutes. Et en termes de construction, bon, ça peut prêter à débat. Sur les 10 épisodes, les 8 premiers vous proposent des histoires alternatives. Mais le fil rouge, c'est l'épisode... Ah non, c'est sur 8 épisodes, pardon. Je relis mes notes. C'est pas 10 épisodes, c'est 8. Et si vous voulez le fil rouge, dans cette saison 3, bah en fait, le 7 et le 8, ça suffit. Franchement, si vous ne regardez pas les épisodes 1 à 6, bah c'est pas grave en fait, puisque ça propose des trucs alternatifs. Donc, je proteste, mais je le dirai après. Et donc sur l'épisode 7 et 8, c'est là qu'on retrouve nos héros des précédentes saisons. Et donc ils vont 7 fois, donc ça c'est l'enjeu différent de cette saison, ils vont 7 fois venir aider le gardien et se battre avec lui. Donc je ne vous dis pas comment ça finit, mais il y a quelques twists. Est-ce que quelqu'un veut déjà en parler ou est-ce que je dis déjà ce que j'en pense? Vas-y. Bon, vas-y. Ok. Hein. Ah bah j'enchaîne. Bon, le premier épisode m'a laissé un peu... Je savais pas trop où aller. J'ai trouvé que c'était un Hulk Godzilla, il y avait des super mechas. Nul à chier. Pas terrible. On est d'accord. C'était compliqué. Je me dis, mais on a déjà vu ça en fait. Ils apportent rien. Ou à un moment donné, ils sont dans des mechas, puis ils se rassemblent. Franchement, vous aviez rigolé devant Justice League versus Godzilla, mais c'est ça en fait. On avait review DC Mech en comics à une époque. C'était un comics où ils étaient dans des mechas, Spider-Man en mecha, Iron Man en mecha. Ouais, là ils ont fait un c'était super Megazord. C'était DC, pardon, du coup, c'est pas Spider-Man, c'était je sais plus ce qu'il y avait. Ouais, là c'est le principe du Megazord avec en face un kaiju, et le kaiju c'est Hulk qui se change en Godzilla, il a même la queue, il retourne dans l'océan à la fin. Je me dis mais pourquoi on a fait ça?
Alors j'aime beaucoup, hein, j'adore Godzilla, j'adore les kaiju, tout ça, les robots géants, mais c'est Nul à chier. bon, on a vu, c'était pas bien fait, voilà, j'ai pas trouvé ça intéressant. J'étais C'est pas grave. traumatisé à quel point c'était nul. Ça m'a trauma. Je te promets, j'étais devant ma télé, j'étais genre, mais non. Ils ont Ouais, posé. c'est ça, il y a une espèce de surenchère dans l'épisode. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, c'est l'épisode 1. On peut Oui, voir le oui, bien reste. sûr. Le reste, c'était un peu mieux, mais pas beaucoup mieux pour ma part. J'ai trouvé que c'était des prétextes à drop name. Comme par exemple, on était un épisode avec un ranger. Ah bah oui, je suis le ranger Morales. Bon, voilà, ça lance des petits noms comme ça. Les histoires sont pas super intéressantes. Et à partir de l'épisode 4-5, je me forçais à regarder. Vraiment, je me dis, bon, je vais regarder. Faut que je regarde, parce qu'il va sûrement se passer un truc qui va être intéressant. Et j'ai pas trouvé justement le truc qui pourrait être intéressant pour moi. Les twists n'en sont pas. Alors, le coup classique de oui, je cherche ma sœur et je cherche le grand méchant. Et puis bon, je pense que la moitié auront compris. Donc pour moi, il n'y a pas des vrais twists. Et j'ai eu beaucoup de mal à être surprise. Mais c'est un peu ce que je disais dans la première chronique. Peut-être que, et là c'est personnel, peut-être que je suis arrivée au bout de l'expérience Marvel Multivers et je n'ai plus aucune surprise à ces univers-là. J'ai un côté désenchanté presque. Donc cette saison m'a pas trop plu. L'épisode 7 et 8, les épisodes 7 et 8 m'ont suffi à comprendre le fil rouge. Et pour moi, ça aurait suffi. Voilà, tout ce qui s'est passé avant n'avait pas beaucoup d'intérêt. Dans cette saison 3 en tout cas, j'aurais dit que pour la saison 1, je l'avais trouvé incroyable. Ouais, du coup, je suis déçue parce que j'attendais quelque chose de cette qualité. Et pour moi, ça n'y était pas. Donc voilà, un peu déçue quand même de cette saison. XT, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que j'y vais? Non, mais je vais compléter par ce que j'ai pu voir et puis je te laisserai compléter derrière parce que tu en avais plus. Ouais, j'ai eu quelques épisodes plaisir, ne serait-ce que pour l'idée complètement loufoque qui m'a fait énormément rire. J'ai le regardé d'un œil parce que je faisais autre chose en même temps. Howard. Mais ouais, Howard. Il est incroyable cet épisode. Le concept de départ m'a fait mourir de rire. Et après, je regarde d'un coup d'œil et du coup, je trouve ça sympa, mais j'ai pas pu assez me concentrer malheureusement. Le problème en effet, c'est qu'il y a moins de fil rouge et c'est un peu, je trouvais que dans les quelques épisodes que j'ai vus, en effet, je suis un peu d'accord avec toi, où j'ai l'impression que c'est genre fallait trouver des idées de what if, quoi. C'était un peu genre des what if, un peu genre putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire les mecs? Oh tiens, j'ai une idée. Et si on mettait des mechas? Oh tiens, j'ai une idée. Est-ce que si on le faisait asseoir sur une chaise, ça serait vachement bien? Je trouvais ça un peu chiant en fait comme idée. Les 5 premiers épisodes que j'ai vus. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est un peu mon avis je suis global. d'accord. Et j'aurais pas un avis plus construit que ça malheureusement parce que j'ai pas été assez. J'ai été concentré sur le reste type focus et mes lectures. Eh bien écoutez, moi je suis terriblement enthousiaste. Déjà évidemment, je tiens à rétablir la vérité. Les autres Allez. saisons ne font pas mieux niveau fil rouge. Il n'y a que les 2 derniers épisodes, on va dire, qui sont vraiment fil rouge. Il y a à peine des éléments distillés dans les autres épisodes, mais c'est exactement la même construction. Sachant qu'en plus, Ça, je suis d'accord. quand on a dit « Oh, on va faire What If », moi j'étais là « Ah ouais, saison 2 !» Non, la saison 2, on l'a déjà vue, on a même fait un épisode dessus. Et je m'en souvenais même pas. C'était drôle. Bref, donc j'ai regardé la saison 3 avec beaucoup de plaisir, même s'il y a pour moi... Bon, le premier épisode, j'ai pas du tout aimé. Le deuxième, donc, et si Agatha avec Conky Hollywood, il est incroyable, la musique est ouf, visuellement, c'est vrai. il est fantastique, j'ai pris un pied d'enfer. Il y avait de très bonnes idées, t'as raison, Oui. celui-là. Alors moi, j'étais pas fan pour autant, mais les idées étaient bonnes. Dans le sens, c'est pas ma cam, mais l'idée super Il était riche. hyper inspiré en fait. Ouais, hyper inspiré. Voilà, c'est ça, ouais. disons qu'il prenait un concept effectivement un peu pété et il allait à fond dedans et ça marchait bien, pour moi en tout cas. Le troisième épisode concerne Red Guardian et le soldat de l'hiver. Donc là, le concept est hyper téléphoné, mais je me suis bidonnée parce qu'ils passent leur temps à s'envoyer des vannes au moment de s'entraider, de se trahir, de se retrouver, etc. Machin. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. Putain, tu l'as dit, maintenant je m'en souviens. Mais du coup, oui, le buddy movie, c'était le bon buddy movie. Mais oui, c'était cool, très drôle. Façon Nice Guys un peu. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment... Décontracté. Pas prise de voilà, c'était vraiment pas prise de tête, c'était pas ambitieux, ça voulait juste, je pense, nous faire passer un beau moment et personnellement, ça a très bien marché. Le fameux épisode avec Howard le canard, c'est incroyable parce que il y a tous les épisodes que vous avez pu croiser un jour et même du coup, parfois, leur personnalité alternative, pas forcément croisée dans le MCU, mais dans les comics,
Tout le monde est à mourir de rire. Tout le monde est à la... Enfin, je spoil pas, mais en gros, il y a une quête. Et en fait, chaque personnage qui apprend qu'il y a cette quête se dit « Ah, mais moi aussi, je veux la faire, cette quête !» Et quand je vous dis tous les personnages, c'est tous les personnages. Donc effectivement, ça sonne un peu name dropping, mais en fait, c'est amené de façon tellement rigolote. Enfin, à la fin, c'est genre, je crois que la bataille du gouffre de Helm, il y a moins de personnages, quoi. C'était extrêmement... rien à voir. L'épisode suivant qui parle de l'émergence m'a fait plaisir parce que, comme on sait que le film des Éternels est très mal aimé dans le MCU, Disney ne se cache pas de dire que, à part des éléments par-ci par-là, comme on a pu le voir dans Captain America 4 par ailleurs, il compte pas vraiment rebondir sur l'histoire des Éternels. Et ben là, ça prend un élément de lore des Célestes qui est abordé dans les Éternels, etc. Et c'est utilisé pour un épisode qui m'a vachement moins plu jusqu'à la fin, parce qu'il y a le personnage de Ironheart qui est incroyable. Et la fin de cet épisode, elle fait tout dedans, c'est génial. Et le dernier épisode que j'ai vu, donc c'est l'épisode 6, qui s'appelle Essie 1872, qui est en fait un western, avec donc Hawkeye, donc Kate Bishop, et Shang-Chi. Donc ils sont pas forcément des personnages auxquels je me serais attendue de les voir ensemble, et qui donc se retrouvent donc au 19e siècle à chevaucher à travers la plaine à la recherche d'un grand méchant, blablabla. Moi j'adore les westerns, donc forcément ça m'a charmé. Et effectivement, si c'est hyper téléphoné, pareil, je me suis retrouvée face à un univers poussé à fond sur un concept qui semble très basique, et j'ai été extrêmement satisfaite. Donc ouais, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'inventivité. Peut-être que le fil rouge peut être un peu négligé, mais je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose puisque c'était déjà le cas dans les saisons précédentes et en fait c'était pas traumatisant. Je suis vraiment triste de ne pas avoir regardé les 2 derniers parce que j'aurais aimé être capable d'en parler ce soir. Ne serait-ce que pour dire si C'était d'accord ou pas. Mais exactement, si je suis tout à déçue fait. ou pas, parce qu'après la fin, voilà. Par exemple, l'épisode Red Guardian et Soldats de l'hiver, j'aime pas trop la fin, mais vu que le voyage m'a beaucoup plu, la destination c'est presque accessoire, quoi. Donc là voilà, je suis un peu triste de ne pas avoir eu le temps de regarder le 7 et le 8. Je le ferai probablement à la fin de la semaine, tranquillou. Et ouais, autant la saison 2... En relisant les titres, je me suis dit « Ah mais oui, j'avais bien aimé cet épisode », mais je m'en souvenais pas plus que ça. Là, je pense que ouais, je vais m'en souvenir. Et je suis extrêmement contente. Vu que la saison 2 m'avait pas beaucoup plu, j'étais pas hyper chaude pour regarder la saison 3. C'est pour ça que je l'avais toujours pas vue, alors qu'elle est sortie l'année dernière. Et en fait, j'ai kiffé ma race. Je suis trop contente. Voilà. Mais moi, c'est peut-être pour les mêmes raisons, alors que j'ai pas aimé. Parce que la saison 1, je l'ai beaucoup aimée et je pense que j'ai placé beaucoup d'attentes. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ça, c'est bien possible, ouais. Mais j'ai placé des attentes et puis c'est vrai que je l'ai regardé, j'avais un côté un peu blasé. Alors, le premier épisode, il donne pas envie pour la suite. Ouais, Ça, on est d'accord. Ça, Ouais, c'est un énorme problème de commencer par un épisode pareil. Ouais, ne vous arrêtez pas au premier. Et bon, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça polarise pas mal. Toi, tu en as pensé quoi? Bah, je ne Mathieu. pense pas grand-chose parce que je l'ai pas regardé, mais ça donne, l'enthousiasme de Lux donne très envie. Je trouvais dommage, moi, ce qui m'avait un peu déplu dans la première saison, c'était le fait que toute la DA était la même pour tous les épisodes en fait, et qu'il n'y avait pas de variation vraiment au niveau des dessins et tout. Là, au début des épisodes, dans la saison 3, ils proposent des petites variations, mais parce que Ouais. par exemple, t'as quelqu'un qui est en train de regarder un dessin animé ou quoi, et donc t'as au moins quelques minutes au début, quelques secondes, quelques minutes, avec quelque chose d'un peu alternatif, qui est pas Ok. visuellement dégueu. Parce que, voilà, à l'image un peu de Spider-Man, Spider-Verse, là, Ah oui, non. Oui, non, mais là, Ou chaque- non, mais tu mets la barre tellement Oui, haut. c'est sûr. Non, mais où chaque univers a vraiment Oui. sa patte graphique Ouais, ouais. et tout, ça aurait été bien s'ils avaient fait ça, je trouve. Là, après, c'est assez... c'est pareil, en fait, c'est la même patte graphique sur tous les épisodes. Par contre, effectivement, il y a un certain soin qui est apporté à certains épisodes. Par exemple, l'épisode sur le cinéma avec Agatha, notamment, sans en dire trop, le dernier tiers de l'épisode, c'est d'une beauté. C'est de l'art déco, c'est de l'art nouveau. Donc, c'est vraiment le style graphique de la série d'animation. Ça bouge pas. Mais ils l'ont utilisé pour faire des choses vraiment très stylées et très belles. Ou alors, par exemple, le fameux épisode western, moi j'ai été bluffée par le travail des lumières.
Genre il y a des couchers de soleil, sur les décors, etc. machin. Donc du coup sur les personnages, vraiment une lumière western. Donc ça apporte une ambiance très particulière, alors que c'est le même dessin effectivement que dans les autres. Enfin la cohérence graphique elle est totale quoi. Ok, non, bah en tout Voilà. cas, moi, ça me fait. Je pense que je regarderai quand même. Bah de toute façon, Après, à part comment- visiblement à part les 2 derniers épisodes, tu peux genre te dire bon bah celui-là je le regarde pas. Tiens celui-là le pitch m'intéresse un peu. Je pense que ça peut se grignoter comme ça. Comme des pickles. Bon, Exactement. Bah, ça polarise en tout cas. Ouais. Pardon. Bah du coup on se fait jeter dehors par le videur XT là. Mais vous avez fini. Mais non, mais Mais d'habitude c'est moi qui décide quand on a fini. Oh. Oh. bah oui, c'est Luxbox qui anime. Ouais. C'est elle qui donne Respecte mon autorité. le là. Ça marche tellement pas, personne n'y croit. Bref, ce Comics Outcast numéro 242 touche à sa fin, puisque visiblement XT en a décidé ainsi. Vous avez fini. C'est pas grave, on lui jettera des bonbons après l'enregistrement. Tcherno, merci beaucoup. Eh bien, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, Chernobog, alors c'est le même pseudo partout. Et sinon, je pige pour l'info tout court, un site culturel. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mathieu, un grand merci déjà d'être venu au pied levé, mais aussi d'avoir ne serait-ce que tenté l'aventure avec nous. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être venu ici aussi. Moi, c'est pareil. Sur le Discord, on peut me retrouver El Ramouche et sur Blue Sky. Sur Blue Sky également, oui. Voilà. Et Et la- merci de votre accueil. C'est gentil. Pourtant, XT était là, hein, tu vois. Et blanc. Dernière question qui tue. Est-ce que ça te ferait plaisir de revenir? Alors oui, si vous me réinvitez, je reviendrai avec plaisir. Oui. En plus, t'es venu avec des bonbons, je vois pas pourquoi tu reviendrais pas. Et des gâteaux. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Oh là là. Il a tout compris. Quel homme. J'ai mal au ventre. Il a tout mangé. C'est bien fait. Merci XT. De rien. Merci également pour la technique, parce que bien évidemment, on le dit pas souvent, mais à chaque fois qu'il est là, quasiment, XT s'occupe de bidouiller la table de mixage à laquelle on comprend rien. Ça clignote, ça fait de la lumière, et on a l'impression que ça fonctionne tout seul, et ben non. Il y a des gens pour appuyer sur les bons boutons, comme quoi. Ouais, au bon moment. Exactement. Au bon Enfin, moment ou trop tôt, trop hein, tôt, ça par arrive, mais bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement? Sur le Discord de temps en temps, sur Blue Sky quand l'envie me prend et que voilà. Ok. Bah, quant à moi, oui, je m'auto-donne la parole. Oui. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sur Blue Sky, Luxbox, sur Instagram, Crazy Luxbox, sur le Discord, toujours Luxbox. Bref, mangez-en. Et voilà. C'est bien. je sais pas comment conclure cette émission, au secours. Eh bien, merci. Tu peux pas lancer le générique de fond là? Pardon. Sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. À Au bientôt. revoir. Salut. Fin de transmission.